Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous continuons en compagnie du ternaire de la trifonctionnalité et de la tripartition. Ok. La dernière fois et durant la dernière séance, je vous ai présenté le principe de non-contradiction qu'on peut qualifier de platonicien. Alors, ce principe de non-contradiction deviendra aussi aristotélicien, etc., etc. Hegel n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec cette formule. Une chose ne peut pas être et ne pas être simultanément et sous un même rapport. Alors, effectivement, pour nous, si l'on observe notre environnement, d'un point de vue matériel, Platon a raison, c'est clair. Hegel est contre. Hegel nous dit au contraire, justement, une chose peut être et ne pas être simultanément et sous un même rapport. Donc, cette formule a quand même un caractère un petit peu magique, voire ça participe de la sophistique. On peut se dire qu'est-ce que c'est que cette équation qui finalement ne correspondrait pas eh bien, à la matérialité des choses. Alors ici, eh bien, il va falloir argumenter et même dire que cette formule, eh bien, a une histoire. Et même ajouter que cette formule changea la face du monde, en fait. Ok, on va se lancer dans cette histoire. Et je vais vous mettre un petit texte de Hegel, un petit texte difficile à appréhender. On va travailler dessus. On va travailler sur ce texte, sur ce petit texte. Et on va travailler, justement, alors, les interventions précédentes étaient faites un peu pour ça, pour vous familiariser bien, avec le mouvement dialectique, pour vous familiariser, effectivement, avec la dialectique hegelienne. Donc, logiquement, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Ok. Lorsque Hegel nous dit qu'une chose peut être et ne pas être simultanément et sous un même rapport, ça se rapporte effectivement bien, à l'Aufhebung. Donc ça se rapporte à on va dire, cette unité des contraires, et cette unité qui bien, contient en elle-même à la fois, on avait fini là-dessus, de l'être et du non-être. Vous voyez ? Bon. Ok. Mais cette unité, eh bien, elle est dynamique. C'est-à-dire que l'unité des contraires crée une dynamique, crée un mouvement. Et pour Hegel, eh bien, cette unité crée un devenir. Ok, ça c'est important. Et donc Hegel essaie de comprendre finalement une mécanique, en fait, une mécanique qui se référerait bien au réel. Ok ? Donc on a toujours ce petit texte. Toutefois, Hegel, en fait, et c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, se trouve dans une situation historique, tout comme Kant, d'ailleurs, se trouve dans une situation historique où, eh bien, dans laquelle il se doit d'interroger ce que j'ai appelé déjà le réel mythique. Donc, on peut qualifier ça aussi, d'interroger le réel divin, en fait. Alors pourquoi ? Si vous voulez, c'est une période où il se trouve qu'il y a eu une révolution française, donc une révolution qu'on pourrait qualifier de politique, de sociale, en fait. Mais pas seulement. Depuis 2 siècles, il y a des révolutions scientifiques très fortes, très puissantes. Alors, révolutions scientifiques qui sont basées évidemment sur la science, mais sont aussi basées sur la création d'unités techniques. Galilée fabrique, avec ses petites mains, bricole le premier télescope. Donc, bien, le télescope, c'est une unité technique qui lui permet de faire de la science, de produire à son tour des objets scientifiques. Ok. Donc, c'est bon. Alors, pour le dire vite, les sciences fondamentales
sont bien affiliés toujours aux sciences appliquées. Les sciences appliquées, c'est vraiment les sciences et techniques, en fait. Donc ça va toujours ensemble, en fait. Donc ça, c'est le réel scientifique. Donc ok, d'un côté, le réel mythique, le réel scientifique, les révolutions politiques et sociales, la révolution scientifique, et puis dans tous les domaines, aussi dans le domaine de la biologie, etc. Donc les philosophes, si vous voulez, à cheval comme ça entre le XVIIIe et le XIXe siècle, remettent en question finalement le réel mythique, ou remettent en question ce qu'on pourrait appeler la métaphysique, en fait. Ok, donc Kant, effectivement, lui aussi, est pris dans ce mouvement. Et alors Kant, sa position, ça va être ok, on va délimiter les champs de la connaissance, ou le champ de la connaissance, si vous voulez, et puis on va mettre Dieu à côté. On va dire que Dieu est dans le cœur des hommes. Donc Kant résout cette question difficile, compliquée, de cette manière. Quand je dis que ces philosophes, fin 18e, début 19e, sont sous pression, quelque part, c'est qu'il y a toujours une croyance très ferme concernant le réel mythique, donc concernant le réel divin. Et donc nos philosophes, là, ils ne sont plus susceptibles de passer sur le bûcher, mais ils avancent quand même. Alors, je vais reprendre la formule de Descartes, et concernant Hegel, peut-être que ça peut s'appliquer. Ils avancent masqués un petit peu, quand même. Ils n'affirment pas comme ça, comme aujourd'hui, on peut affirmer des thèses en philosophie, en fait. Donc, le processus chez Hegel va se passer suivamment. Autant, alors je répète, Kant sépare Dieu de la connaissance, sépare de la connaissance philosophique, etc. Autant Hegel, lui, avec cette formule, avec l'Aufhebung, justement, va essayer, et va pas essayer d'ailleurs, il va le faire, d'intégrer le réel mythique au sein de l'histoire et au sein de la raison. Alors, comment va-t-il procéder? Et c'est là où il y a effectivement un petit point à faire sur, toujours ce processus en 3 temps, avec la dialectique hegelienne. Je rappelle, raison, histoire, nature. Nature étant et se rapportant au réel. On a vu à l'instant qu'il y avait 2 réels. Le réel mythique, le réel scientifique, qualifié de scientifique. Il y en a un 3e, en fait, c'est le réel pulsionnel. Mais celui-là, on ne va pas en parler. Donc, Hegel, qu'est-ce qu'il fait? Il applique sa dialectique, comme on en a déjà parlé. C'est-à-dire que, le réel mythique va être supprimé, mais conservé par l'histoire. Alors, l'histoire, justement, on est sur la ligne de l'action. L'histoire, c'est le rouleau compresseur. L'histoire, ça va absorber, et ça va même dissoudre le réel mythique. Alors, ça va le dissoudre en raison de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire en raison des révolutions politiques et sociales, en raison des révolutions scientifiques. On ne peut plus, quand même, se voiler la face, en fait. C'est ça. Donc Hegel fait passer, finalement, Dieu comme, Dieu, non, on va dire le réel mythique, je vais l'appeler comme ça plutôt, le passe à la moulinette de l'histoire, et c'est la marche de l'histoire, la marche de l'histoire qui veut que, on va passer du réel mythique au réel scientifique, en fait. Ok, donc là, action. Une fois, il continue, et il continue dans l'idée que Dieu, finalement, participe, ou que le réel mythique participe de la marche de l'histoire humaine. Donc, quelque chose est conservé du réel mythique au sein de l'histoire. Ok ? Rebelote, avec la raison. Hegel, même processus,
la raison, comme on l'a vu avec Pascal, comme on le voit avec Kant aussi, etc., eh bien, la raison, là, pour le coup, ne va pas rejeter le réel mythique, elle va plutôt l'absorber. Donc là encore, dissolution, toujours en compagnie de Lao Fibung, donc suppression pour se référer à ce que Hegel appelle le rationnel. Donc c'est la raison, et la raison là au sens à la fois comptable et désintéressé, mais la raison qui n'est plus conduite eh bien, par le réel mythique, mais qui est conduite par le réel scientifique, en fait. Donc, eh bien, là encore, finalement, Dieu se dissout dans l'histoire, mais il se dissout aussi au sein du rationnel. C'est vraiment le réel, à dire, scientifique qui prend la place, du moins concernant eh bien, l'articulation des concepts entre eux, l'articulation des connaissances entre elles, si vous voulez. Toutefois, là encore, c'est là où c'est effectivement compliqué, il reste quand même quelque chose du divin. Il reste quand même au sein du concept, au sein autant d'ailleurs des représentations que du concept, du champ des représentations. Il reste bien, quelque part quelque chose qu'on pourrait considérer comme un résidu divin, comme un déchet divin, finalement. Un déchet qui se référerait au réel mythique. Donc Hegel dit, il y a quelque chose qui est conservé au sein du rationnel, en fait. Ok, donc là, ça commence à devenir peut-être un petit peu aussi délirant, pour nous, contemporains. Mais pourtant, c'est ce qu'il nous dit dans ce texte, dans le texte que je vous ai mis là, sous la forme d'un petit papier numérique. C'est-à-dire que, à la fin, effectivement, il conservait bien la substance. Alors, chez Hegel, précision, Hegel est spinoziste. Et de quelle substance pourrait-il parler ici Il le dit bien au début du texte. Il ne s'agit pas d'évocation qui se référerait à un réel mythique au-delà des apparences. Il s'agit bien d'une substance qui pourrait qualifier finalement bien la réelle nature du divin. Et la réelle nature du divin, si Hegel est spinoziste, c'est quoi ? Ce sont alors pour nous aujourd'hui, au sein de la physique, ça serait les 4 forces élémentaires, si vous voulez, qui sont en relation, bien effectivement avec l'énergie, la gravité, la vitesse. Mais ce n'est que ça, finalement, le divin. Si on se réfère au réel scientifique, à la dissolution du réel mythique, et finalement au reste, à ce qui pourrait rester du réel mythique, au sens du divin, voilà, ça ne serait que finalement de l'énergie, de la gravité, de la vitesse. Ce ne serait que des intensités, ce ne serait que des rapports de force, en fait. Mais ce n'est que ça. Ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire, ce n'est pas des projections, comme je viens de vous le dire, des projections bien issues de l'imaginaire débordant des hommes, au-delà des apparences. Alors, effectivement, ce divin qui serait contenu dans les atomes, pour le dire comme ça assez vite. Alors serait contenu, alors quand je dis ça nous fait penser aussi à Leibniz, notre philosophe, le divin qui serait contenu comme ça dans des monades. Alors je vais vous mettre le nom, Leibniz. Il a écrit un petit ouvrage comme ça, sur la monade. Je vais vous mettre la référence aussi. Ok, donc, c'est quelque chose d'assez étrange, ça reste quand même assez magique, assez énigmatique, cette histoire. Ok, donc Hegel nous dit quoi ? Eh bien, il nous dit que, effectivement, le rationnel contient encore du réel. Le rationnel, c'est encore, finalement, du réel mythique, ou un résidu, sous la forme d'un résidu, ou bien sous la forme du réel scientifique, en fait, ou du réel, tout simplement historique, si vous voulez.
l'action donc, la marche de l'histoire. Ok. Alors toutefois, ici, ça pose un problème. Ça pose un problème au sens où, eh bien, ça va produire quoi, en fait? Ça va produire quoi comme héritier, Ça va produire d'un côté des héritiers de droite, donc des hegeliens de droite, qui justement spéculent encore, j'imagine, sur cette idée qu'il y aurait encore une substance au sein du rationnel, d'une substance divine. Mais pour Hegel, cette substance, elle va finalement se transformer, puisqu'il s'agit d'une dissolution. Elle va se transformer en, alors je vais le dire comme ça, je vais dire ce mot, je vais dire cette formule, en raison d'état. Puisque Hegel, finalement, aussi, avec sa petite formule comme ça, concernant l'unité des contraires, concernant cette vie, en fait, ce déploiement de l'unité du contraire, des contraires qui produit le devenir, donc qui produit l'histoire en marche, et qui produit l'histoire en marche au présent. Ça, c'est dans le texte de Hegel, juste à la fin. Vous voyez, c'est au présent, la marche de l'histoire. Ce que ça contient, finalement, le rationnel, donc, eh bien, effectivement, ça va sans doute servir l'État bourgeois, en fait. Alors, si je vous dis ça tout de suite, c'est pour, par la suite, vous parler finalement de l'État communiste. Parce qu'il va y avoir des hegeliens de droite et des hegeliens de gauche. Donc, Hegel, ainsi, va pouvoir, quelque part, je vais le dire comme ça, légitimer, finalement, la création de l'État moderne. Avec la dialectique, en fait. C'est-à-dire l'unité des contraires, qui crée une dynamique et un devenir. Mais, effectivement, si ce n'est plus le réel mythique, si c'est le réel scientifique, eh bien, si c'est le réel qui se référait aux révolutions sociales et politiques, eh bien, ça serait ce réel qui se référait à la raison d'État. Toutefois, la raison d'État, c'est quand même une impasse. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours un ou plusieurs auteurs ou autrices qui participent évidemment d'un gouvernement et qui fait appel à la raison d'État. Alors qui fait appel à la raison d'État, évidemment, pour déployer la violence d'État, pour déployer la violence policière, pour défendre la Constitution, etc., etc. Ok. Alors, effectivement, il y a des raisons. Il y a des raisons. Mais parfois, on emploie finalement, on use de la raison d'État de manière quasi, j'allais dire aléatoire, mais arbitraire en fait. C'est arbitraire, c'est-à-dire c'est une personne qui dit, bon voilà, j'ai des intérêts personnels à préserver, donc j'en fais appel à la raison d'État pour déployer blablabla, la violence policière, violence d'État, blablabla, blablabla. Ou pour simplement instaurer une nouvelle loi, etc., etc. Donc là, vous voyez là, ça va dans un sens, en fait. Donc, cette question de l'État moderne et de l'articulation comme ça de la dialectique hegelienne avec la raison d'État, eh bien, produit des hegeliens de droite. Ok. Et produit, finalement, toujours cette idée d'unité des contraires. C'est-à-dire que au sein de la gouvernance-croyance, on est toujours toujours sur Dumézil. Il y a quoi? Eh bien, il y a, dans l'État moderne, finalement, un Parlement, une Assemblée nationale, etc. Le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est l'unité des contraires. Gauche, droite, et puis ça débat, en fait. Ok. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est le fait que, eh bien, cette formule qui ramasse comme ça le fait qu'il puisse y avoir une dialectique. Une dialectique, cette dialectique
toujours, je répète, unité des contraires dynamiques qui crée le devenir, et bien le devenir au présent, au sein des actions présentes. Le truc, c'est que ça va aussi transformer, eh bien, je dirais, la manière dont on va déclarer les guerres, hein, la manière dont on va dominer. Alors, quelque part, c'est une preuve. Hein, c'est une preuve que la dialectique hegelienne a bien fonctionné, ça a bien pris, hein, au sens où, eh bien, aujourd'hui, alors depuis le 19e siècle, on ne se réfère plus au réel mythique pour déclarer la guerre. Hein, on ne fait plus de guerre au nom de Dieu. Alors, vous me dire, il y a des exceptions encore aujourd'hui, hein, mais de façon majoritaire, on ne fait plus de déclaration de guerre au nom de Dieu. Il n'y a plus de croisade aujourd'hui. Hein. Alors, il y a sans doute un djihad, mais il n'y a plus de croisade, en fait. Aujourd'hui, c'est quoi? Enfin, aujourd'hui, depuis le 19e siècle, on déclare les guerres au nom de l'unité nationale. Donc, eh bien, au nom, finalement, de la protection de l'État. Hein, et là encore, si vous voulez, l'argument, hein, c'est toujours eh bien, au nom. Alors, au nom du sentiment de l'unité nationale. Donc, c'est au nom de quoi? C'est au nom de la patrie. Hein, au nom de la nation et de la patrie aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a vraiment une différence, en fait. Il y a un basculement entre eh bien, le fait de gouverner, hein, avec un réel mythique auquel on se réfère. Je rappelle les aristocrates, les monarques, avec le sang bleu, blablabla, représentants de Dieu, qui vont aller faire la guerre, bien, finalement, parce que ce sont les représentants de Dieu, et que c'est une nécessité. Hein. Alors que là, bim, hein, unité des contraires, dialectique hegelienne, mise en place de l'État moderne. Et là, on ne peut plus revendiquer bien, le fait de faire une guerre au nom de Dieu. On revendique, bien, on le revendique par rapport à un territoire, hein, par rapport à une constitution, par rapport à l'État. Hein. Donc, on revendique les guerres au nom de la patrie. Et ce n'est que ça aujourd'hui, en fait. Et d'ailleurs, bon, concernant aussi les déclarations ou la mise en place d'États religieux, bon, si on regarde, si on observe les mécanismes, bon, la religion permet finalement d'instaurer un État qui, eh bien, se référait tout simplement à une dictature. Hein, voilà, on ne peut plus trop se voiler la face, hein, par rapport à ce genre de, eh bien, de références mythiques, hein, par rapport, on ne peut plus se voiler la face concernant, eh bien, l'appel, hein, le fait qu'on fasse appel à la raison mythique, hein, pour déclarer une guerre, conquérir un territoire, etc. Hein, c'est de toute façon aujourd'hui, bien, pour des questions économiques, hein, et même le fait de prendre comme raison, hein, la patrie, la défense de la patrie, c'est quand même, bon, c'est du flan en fait, hein, c'est du flan, mais ça marche, hein, ça marche, oui, là encore ça marche, parce qu'il y a encore 85 ou 84% de croyants sur Terre, donc les déclarations marchent, hein, ça fonctionne. Comme il y a effectivement une espèce de croyance comme ça dans les déclarations du chef, hein, et concernant l'unité nationale, hein, le sentiment de l'unité nationale, donc la patrie. Bon, ok. Alors c'est pas, là je précise, hein, là encore j'essaie de ne pas avoir d'opinion malgré tout qu'il y ait une orientation, une tendance, mais bon voilà. Après, c'est comme ça. Hein, c'est un état des choses actuel, en fait. Hein. Donc, on en est à cette dialectique hegelienne qui va bien quand même influencer. Mais elle va, quand je dis qu'elle influence l'État bourgeois, elle influence aussi eh bien, la manière dont le sujet, l'unité du sujet, hein, donc, peut eh bien, s'appréhender.
hein, c'est-à-dire eh bien s'appréhender aussi comme une unité au sein de laquelle eh bien, se trouvent des opposés. Hein. Et on en a un petit peu parlé hein, concernant eh bien, l'idée du désir, de satisfaction et d'insatisfaction. Alors ça concernerait plutôt effectivement le réel pulsionnel. Comment le réel pulsionnel, finalement, au sein de l'unité du sujet, va produire une unité contradictoire qui va produire une dynamique, désir, et qui elle-même va produire un devenir en action au sein de l'histoire. Ok, ça c'est la ligne réel pulsionnel dialectique. On a vu réel mythique, réel scientifique, qui, bien évidemment, va maintenant dominer. Hein. Maintenant, c'est clair, hein, c'est le réel scientifique qui domine. Ok. Toutefois, Hegel, je le répète, eh bien, construit, élabore en fonction, finalement, eh bien, de l'état moderne. Ah, et là, alors, il va y avoir un fait historique. Comme je vous disais, il y a des hegeliens de droite, mais il va y avoir aussi des hegeliens de gauche. Et ces hegeliens de gauche, eh bien, ça va être Feuerbach ou Feuerbach, hein, ça dépend de la manière dont on le prononce, je vais vous mettre son nom. Et il va y avoir effectivement Marx, qui va être l'élève hein, de Ludwig Feuerbach. Feuerbach, très bon lecteur de Hegel, donc il comprend finalement la dialectique de Hegel, il voit comment elle fonctionne, et il y a cette idée, effectivement forte, puissante, hein, d'unité contradictoire, dynamique, qui crée une dynamique et qui crée un devenir. Marx, que fait Marx? Il dit, ok, le principe est bon, le fondement est bon. Hein, mais, alors, c'est une de ces phrases, la dialectique hegelienne marche sur la tête. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, pour Marx, ok, ça fonctionne, mais l'idée, c'est que cette dialectique, en fait, doit être appliquée à la société, non pas seulement, finalement, eh bien, aux mécanismes hein, gouvernementaux, hein, non pas seulement je veux dire, au sujet, hein, concernant l'unité du sujet. Alors quand je dis, évidemment, c'est que je le dis de manière rétrospective, hein, quand je dis réel pulsionnel, unité du sujet, désir, c'est rétrospectif, en fait, ok. Bon, donc, ok, Marx constate que, eh bien, cette dialectique doit s'appliquer, en fait, au peuple. Hein, le peuple doit embrasser, hein, doit se saisir de l'unité des contraires, doit se saisir de l'unité, la comprendre, c'est ça aussi, la comprendre pour pouvoir, eh bien, renverser l'État bourgeois. Alors ici, hein, là encore en ternaire, pour essayer de rendre les choses un petit peu plus lisibles, on a, je vous ai dit, la dialectique, ok, unité des contraires au sein de la raison, etc., blablabla. Ici, on a, pour parler abstraitement, l'un au sens, eh bien, du maître, hein, du maître absolu, ou d'ailleurs de l'unité du sujet, pourquoi pas. Et puis là, on a le multiple. Hein. Donc là, on serait plutôt dans l'ordre social, je rappelle, richesse, force, gouvernance, croyance. Et donc, ici, le multiple, hein, pour Marx, au sein eh bien, d'un devenir politique et social, s'oppose à l'un. Okay, le multiple s'oppose à l'un. Donc le peuple, et on en a déjà parlé, bah voilà, la condition ouvrière, la classe ouvrière s'oppose à la classe bourgeoise dialectiquement. Et ça, bah c'est quoi? Bah, ces oppositions, qu'est-ce qu'elles créent? Classe bourgeoise, classe ouvrière, ça crée une dynamique. Cette dynamique crée un devenir. Hein, le devenir bah, d'une histoire, quelle qu'elle soit, de l'histoire d'une nation, hein, et notamment à l'époque de la nation occidentale, allemande, notamment anglaise et française. Hein. Marx travaille finalement un peu sur ces trois nations, en fait. Ok, devenir social, dynamique, social et politique, ce en relation eh bien, à une unité
unité des contraires qui serait représentée par le peuple d'un côté et par les bourgeois de l'autre, si vous voulez. Alors ici, effectivement, on est passé de l'aristocrate, du seigneur, au serf, à l'esclave, donc on est passé du bourgeois, finalement, à l'ouvrier, ou à l'esclave moderne, si vous voulez, selon Marx. On a vu ça un petit peu dans les avant-dernières interventions. Ok, je ne vais pas remettre ça en marche pour pouvoir, en fait, vous expliquer bien que Marx va envisager les choses comme une révolution possible, où il y aurait la possibilité pour le peuple, finalement, alors là pour le coup, d'éradiquer la bourgeoisie et faire en sorte que le peuple se situe au niveau de l'exécutif, au niveau de la force, puisque le peuple a quand même la force de travail, au niveau de l'exécutif, et puis qu'il se situe éventuellement au niveau du gouvernement. Ça nous donne quoi? D'un point de vue, on va dire, de l'idéal communiste. Ça nous donne des masses, l'État, le parti. Le parti, donc. Le parti, je vais vous lire quelques petites notes, le parti qui, finalement, lui aussi, mène toujours la contradiction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, effectivement, dans le projet de Marx, une éradication totale. Alors, effectivement, il y a une éradication totale au sens des hiérarchies et des valeurs. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de différence comme ça entre la ville et la campagne. Il n'y aurait plus, dans le projet d'un futur radieux, il n'y aurait plus de différence entre paysans et bourgeois. Il n'y aurait plus de différence entre maître et esclave, finalement, etc. Toutefois, l'idée, c'est quand même de maintenir la dialectique, c'est de maintenir la contradiction, c'est de maintenir, finalement, la dynamique. Et qu'il y ait un devenir qui se transformerait. Alors je reprends cette formule en un avenir radieux. Alors le truc c'est, est-ce que ça a marché? Quand je vous parle de ça, évidemment, je vous parle de l'histoire, je vous parle du marxisme. Le marxisme, ce n'est pas Karl Marx, ok? Bon, donc le marxisme, ça va déboucher sur quoi? Ça va déboucher historiquement sur le léninisme. Lénine qui a lu Hegel, qui a bien lu Hegel, et d'ailleurs je vais vous le dire tout de suite, je vais vous le prouver tout de suite avec une petite formule, une phrase de Lénine. C'est-à-dire qu'effectivement, alors c'est un livre, il faut que je précise d'abord, parenthèse, ça c'est un livre qui s'intitule La situation actuelle sur le front de la philosophie. Alors c'est un livre assez formidable, au sens où c'est l'Halali, je vais le qualifier comme ça, c'est l'Halali du maoïsme. Alors je vous disais, Lénine, Staline, Mao, bon. Et quand je dis que c'est l'Halali, ce livre a été achevé d'imprimer en 1977, donc en gros 10 ans après 68, c'est un livre écrit par des philosophes français qui se réfèrent explicitement à Marx et à la dialectique. Et donc qui se réfère à qui? Qui se réfère à Hegel, en fait. Donc la petite phrase de Lénine qui concerne effectivement la dialectique. Alors, sur quoi repose cette définition dialectique? Sur l'énumération détaillée des 16 éléments de la dialectique que discerne Lénine lorsqu'il entreprend la clarification analytique d'un chapitre de la grande logique de Hegel. Dans cette énumération, l'assignation matérialiste de la dialectique est notifiée de façon diverse en plusieurs points. Bon, et le point qui intéresse l'auteur, qui écrit là, ouvrez les guillemets, la chose, le phénomène, comme somme et unité des contraires. Fermez les guillemets. Vous voyez? Donc, Lénine reprend cette formule du début, c'est-à-dire
une chose peut être et ne pas être simultanément et sous un même rapport. La contradiction ici, elle est dynamique. Ok, ce ne sont pas des opposés figés. Alors ça, c'est important à comprendre. Ce ne sont pas des oppositions figées, en fait. Ça travaille. C'est toujours, au présent. C'est l'idée de présent, c'est-à-dire de fluidité, de continuité du présent. Et donc du temps. C'est question du temps, irréversible, en fait, du temps. Parce que finalement, le réel mythique, c'est un réel intemporel. C'est un réel où tout est figé. Là, pour nous, c'est toujours en action, en fait. Donc, l'unité, comme le dit Lénine, l'unité ou la chose, si vous voulez, comme somme et unité des contraires, si vous voulez, est toujours dynamique. Ok. Donc là, on a... Ce que je veux faire, en fait, vous faire entendre, c'est que quand je vous dis que cette petite phrase a changé la face du monde, cette petite formule comme ça qui paraît un peu à caractère magique, vraiment changer la face du monde en fait. Alors ici, évidemment, est-ce que ça a véritablement changé la face du monde? C'est-à-dire que Marx dit, ouais, ok, la dialectique hegelienne marche sur la tête, donc on va l'employer autrement, on va l'appliquer finalement au sein de l'ordre social, puisque Hegel l'applique au sein de l'ordre des choses, mais cet ordre des choses, finalement, eh bien, c'est l'État bourgeois. Il l'applique aussi au sein de l'ordre du discours, concernant le sujet, l'unité du sujet. On en a parlé, ok. Mais voilà, concernant l'ordre social, bon, il ne l'applique pas, en fait. Donc c'est Marx qui va le faire, c'est Marx. Est-ce que ça a fonctionné? Alors c'est ça la question. Est-ce que ça a fonctionné? Il semblerait que non. Alors ici, effectivement, je vais toujours m'appuyer sur ce petit livre. Sur ce petit livre, et on reviendra un petit peu des questions philosophiques après. Mais là, après Lénine, je vais vous citer Mao. Mao, qui est cité dans un texte d'Alain Badiou. Alors, effectivement, quand je dis que le maoïsme a complètement disparu, aujourd'hui, même Alain Badiou, je ne crois pas qu'il en parle beaucoup du maoïsme. Il parle justement du sujet. Donc voilà, mais à cette époque, eh bien, il y avait une émulation, il y avait toujours, c'était un petit peu sur les cendres chaudes de 68, comme ça, il y a toujours un espoir finalement de changer la société. Et donc de s'appuyer sur des révolutionnaires. Révolutionnaires étant aussi Mao. Et ce bouquin, en fait, c'est la critique de différents auteurs qui seraient finalement des gauchistes bourgeois, comme effectivement Deleuze, Althusser, voire Lacan. Alors Lacan qui est plutôt vu comme un pessimiste, en fait. Etc., etc. Donc ici, une phrase de Mao qui est vachement intéressante. Intéressante parce que là, ça nous pose question aujourd'hui, d'entendre ce type de phrase. Ouvrez les guillemets. S'il n'y avait pas dans le parti de contradiction et de lutte idéologique pour les résoudre, la vie du parti prendrait fin. Mao dit effectivement ce que nous dit la dialectique, finalement. Unité des contraires. Les contraires sont dynamiques et produisent du devenir. Toutefois, si je relis cette phrase, évidemment, j'ai beau le dire maintenant, mais si je relis cette phrase aujourd'hui, il y a quand même un truc qui ne fonctionne pas. S'il n'y avait pas dans le parti de contradiction et de lutte idéologique pour les résoudre, la vie du parti prendrait fin. Alors, est-ce que dans les faits, ça a eu lieu, ce que raconte Mao, qui avait fait main basse sur ce qu'on appelle le Politburo? Je vous en ai déjà parlé du Politburo, en fait. Comme Xi Jinping fait main basse sur le Politburo. Donc, je ne suis pas sûr que la contradiction, la lutte
dialectique, la dialectique matérialiste, justement. Hein. Donc l'application du matérialisme historique, là, se produisent, en fait. Autre phrase de Mao. Alors, le parti n'a de réalité prolétarienne que dans l'histoire tumultueuse de sa propre résiliation. Et là, une phrase de Mao, « Mêlez-vous des affaires de l'État », dit Mao. Là, c'est pareil, cette phrase, rétrospectivement, on se dit, mais est-ce que Mao a laissé le peuple, finalement, se mêler des affaires d'État? Bon, on peut se poser la question. Après, je ne vais pas y répondre. Hein. Je pense qu'il y a l'histoire aussi. Alors, une autre phrase, une dernière phrase de Mao, qui là aussi nous questionne. Ouvrez les guillemets, les masses populaires sont les véritables héros. Donc, masse, État, parti. Les masses populaires sont les véritables héros. Alors que nous sommes souvent d'une naïveté ridicule. Bon, ok, une phrase un peu énigmatique, mais où sont les héros chinois? Je pose la question, c'est-à-dire que bien, le seul héros qui finalement a contenu toute l'idéologie marxiste-léniniste, c'est Mao. Hein, c'est-à-dire qu'en termes dans le champ des représentations, je crois qu'il n'y a pas été de main morte en termes de culte de la personnalité. Hein. Alors, selon un anthropologue, aujourd'hui même, Mao aurait été même élevé au stade, au statut de divinité, pour une certaine catégorie de métiers, il semblerait. Donc, c'est vraiment aussi, voilà, ça aussi, c'est l'histoire qui fait que, eh bien, le maître, finalement, le maître qui n'y a pas été de main morte, et d'ailleurs qui semblerait avoir aussi les mains ensanglantées, si vous voulez. Donc c'est ça qui est assez surprenant, finalement, lorsqu'on relit ces phrases. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que, eh bien, la dialectique, tout dépend ce qu'on en fait. En fait, la dialectique hegelienne, pour le coup, c'est un processus. C'est un processus qui permet, effectivement, peut-être d'avoir une vue plus précise de l'histoire. Mais si on l'applique dans le champ politique, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça peut donner finalement des espèces de consensus, de compromis, avec l'Assemblée nationale, le Parlement, des États démocratiques, et le fait qu'il y ait l'unité des contraires au sein d'un lieu qui débat finalement, et qui fait que la contradiction, là pour le coup, elle est en cours, elle est menée, elle crée une dynamique et logiquement un devenir pour la production de lois. Ces lois qui, je le répète, devraient logiquement être au service du peuple, donc au service du judiciaire, de la justice, au service de la santé, au service de l'éducation, etc., etc. Ok. Mais là, en fait, bien, finalement, la dialectique, ça a servi à quoi? Eh bien, ça a servi à imposer des États dictatoriaux, point final. Donc, tout dépend ce qu'on en fait. Et c'est comme les unités techniques, si vous voulez, ce que produit la science fondamentale avec les sciences appliquées. Les unités techniques, soustraction des éléments du réel. Tout dépend ce qu'on en fait. La technique en elle-même, ça n'a pas de morale. La technique, ça a un usage. Et donc, tout dépend de l'usage qu'on va en faire. Alors, pour prendre un exemple idiot, on peut se servir des kalachnikovs pour faire des tuteurs pour des tomates grimpantes, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a sans doute des solutions plus simples. Mais bon, voilà, artistiquement, ça pourrait être assez drôle, un chant comme ça de kalachnikov qui servent de tuteur pour des tomates, une tomate grimpante comme ça. Vous voyez? Donc, la technique, il n'y a pas de morale. Tout dépend de ce qu'on en fait de la technique, en fait. Ok. Et pour la dialectique, c'est la même chose. La dialectique qui contient l'unité des contraires m'intéresse, plus particulièrement concernant non pas
le réel mythique, non pas le réel scientifique, mais qui m'intéresse plus particulièrement concernant le réel pulsionnel. Et bon, voilà, on va y arriver, hein, doucement, mais finalement c'est pour aussi rendre à Hegel ce qui appartient à Hegel, quelque part. Donc au sein de ce petit livre, on va continuer, là on va revenir à des choses un petit peu plus philosophiques, et finalement aussi contextualisées, hein, c'est-à-dire que là on est sur un autre texte, hein, c'est une collection de textes avec des auteurs, et là l'autrice, alors il n'y en a qu'une, hein, s'appelle Lucie Annalbage. Lucie Annalbage. Et donc là, elle parle vraiment d'une relation de la psychanalyse avec finalement la dialectique. Et elle parle en fait de Jacques-Alain Miller, héritier de Jacques Lacan, blablabla. Et évidemment, elle critique Jacques-Alain Miller, puisque c'est un peu le but, hein, de ce livre, hein, qui revendique comme ça le maoïsme. Donc, qui revendique la révolution culturelle encore en 1977. Ok. Et là, on va parler finalement aussi de grandeur négative. Tout ce que nous pouvons voir, c'est que la logique de Miller, donc Jacques-Alain Miller, se donne pour tâche et pour cible d'identifier mouvement dialectique et répétition et d'assimiler la notion de contradiction à celle d'antinomie. Donc, ce qui ne serait pas la même chose. C'est-à-dire la loi interne du mouvement réel à la figure des incompatibilités logiques. Ça nous rappelle quoi ? Ça nous rappelle, et c'est pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative de Kant. Hein, c'est-à-dire, d'un côté, il y a la contradiction, le moteur finalement, hein, toujours cette idée finalement de l'unité des contraires dynamiques pour un devenir, et d'un autre côté, les figures logiques, hein, qui sont incompatibles avec la marche du réel. Or, de ce point de vue, s'il est bien certain que la différence des termes de l'antinomie logique n'est rien, ok, donc encore Kant, précisément parce qu'elle n'est rien que de logique. Il est par contre impossible d'y réduire la lutte entre les contraires dans le réel, lutte dont la réalité donne naissance dans la pensée à la dialectique matérialiste. Et on continue, toujours en compagnie de Lucie Annalbage, qui critique toujours le même Jacques-Alain Miller. Ouvrez les guillemets. Miller qui ne fait que redécouvrir Hegel lorsqu'il montre que l'opposition figée en termes d'extériorité entre le tout et le rien est irrecevable. De même que Hegel ouvre sa logique en établissant que toute position disjointe de l'être et du néant est impossible. Mais qu'au contraire, on doit en concevoir l'indissociable unité contradictoire et la détermination mutuelle dans la figure de la contradiction, ouvrée seule réellement première du devenir. Vous voyez, fermez les guillemets. Tout ce que je vous raconte depuis le début, finalement, ce petit livre le reprend la logique hegelienne. Alors ici, évidemment, ce sont des débats philosophiques, mais des débats philosophiques qui apparemment étaient brûlants, je ne sais pas s'ils le sont encore, des débats qui voudraient finalement, là aussi, transformer le réel, transformer le devenir finalement de l'humanité, ce avec et en compagnie de la dialectique. Mais est-ce que ça marche ? Alors c'est ça la question, je l'ai déjà posée, est-ce que ça marche ? Est-ce que finalement, à chaque fois, lorsque se dit le multiple peut intégrer la dialectique hegelienne, le multiple peut renverser l'État bourgeois, finalement peut renverser le maître, peut renverser les oppresseurs, en fait.
ça marche pas, parce qu'à partir du moment où, là c'est historique, le peuple renverse les oppresseurs, se trouve directement à sa tête, en règle générale, un tyran. Et on retrouve Platon, c'est-à-dire qu'effectivement, Platon nous dit la démocratie radicale, c'est que chacun a le droit de gouverner. Et si chacun a le droit de gouverner, c'est la zizanie. Et si c'est la zizanie, eh bien, le peuple va vouloir un tyran. Donc c'est lié à une expérience, sans doute, celle de Platon, mais aussi celle de beaucoup d'observateurs, si vous voulez, beaucoup de médiateurs qui observent ce genre de choses au cours de l'histoire, en fait. Donc qu'est-ce qu'il reste ? C'est pour encore insister là-dessus, il reste finalement bien la démocratie, ou la démocratie pas complète, pas radicale, effectivement, la démocratie où, alors on retourne à Rome, où il y aurait effectivement des médiateurs. Et là, se dire que plus il y a de médiateurs, eh bien, plus il y a de démocratie, plus il y a finalement de fonctionnaires, plus il y a de santé, plus il y a d'éducation, plus il y a de syndicalistes, mieux les travailleurs sont défendus, logiquement, tribun du peuple. Ça se rappelle l'idée chez Rome, en Rome, l'idée sous la Rome antique, du tribun du peuple, en fait. Donc là, c'est les médiateurs tribuns du peuple, mais bon, voilà, ce sont aussi, a priori, les journalistes, qui logiquement interrogent aussi. Alors là, les journalistes qui, je dirais ça comme ça pour plaisanter, sous la forme de l'hystérie, questionnent la jouissance du maître. Voilà. Donc, des médiateurs, en fait. Et ce qui, à peu près, peut garantir au mieux, au sein d'une démocratie, tout comme le renouvellement des élites, garantir au mieux une vie plus sécure pour le peuple, en fait. Alors, je dis pas sécurité, je dis pas sécuritaire. Sécure, au sens même de la cure, du soin. Une vie qui soit un petit peu plus juste pour le peuple, en fait. Et donc, c'est au peuple de, quand même, se manifester, puisque le peuple, c'est une force. C'est une force réelle pour, conserver le gouvernement le moins pire. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on appelle à peu près démocratie libérale, démocratie chrétienne, démocratie je ne sais quoi, mais en tout cas, démocratie, quoi. Ok, je vous remercie, la prochaine fois.